Avril 1945, près de Celle, en Allemagne. Au milieu d'une route de campagne, un officier canadien fait face, seul, à des gardes SS armés. Dans quelques secondes à peine, il s'apprête à exécuter 162 femmes. Le major Ben Cockburn, de la 5e division blindée canadienne, n'a aucune arme à la main. Derrière lui, des silhouettes décharnées se pressent les unes contre les autres, enfermées dans des uniformes rayés trop grands pour leurs corps amaigris. Trop faibles pour fuir, trop brisés pour espérer. Devant lui, 15 SS tiennent leurs mitrailleuses, doigts déjà prêts à presser la détente. C'est l'histoire d'un soldat canadien qui sauva 162 vies sans tirer un seul coup de feu. Et tout commence ici, à l'instant précis où un homme mise sa propre vie sur une conviction folle. Parfois les mots les mots peuvent vaincre les balles. Les femmes derrière Cockburn ressemblent à des squelettes en marche. Leurs bras sont maigres comme des manches à balai. Leurs visages, creusés, semblent aspirer vers l'intérieur, les yeux enfoncés dans des orbites trop grandes. La plupart pèsent à peine 35 kilos, 40 tout au plus, pour les plus chanceuses. Leurs uniformes rayés, sales et usés, pendent sur elles comme des chiffons, accrochés à un épouvantail. Certaines tiennent à peine debout. D'autres s'appuient, les unes sur les autres, pour ne pas s'effondrer. Dans l'air printanier flotte une odeur lourde, celle de la mort, mêlée aux relents d'excréments et de maladies. Ces femmes sont des survivantes du camp de concentration de Bergen-Belsen, forcées de marcher vers l'Est tandis que l'empire nazi s'écroule autour d'elles. Elles devraient déjà être mortes. Les gardes SS ont des ordres clairs. Ne laisser aucun témoin. Abattre chaque prisonnière plutôt que de les laisser tomber aux mains des Alliés. Si cette scène existe, c'est parce que l'Allemagne nazie est à l'agonie. En avril 1945, la guerre touche à sa fin, mais presque ne veut pas dire terminée. À l'Est, l'armée rouge soviétique avance sans relâche, écrasant les villes allemandes sous ses pas. À l'Ouest, les forces britanniques, américaines et canadiennes frappent fort, fonçant vers Berlin. Le Reich, censé durer 1000 ans, n'a sans doute plus que quelques semaines à vivre, et dans ces dernières semaines, les nazis cherchent à effacer les traces de leurs crimes. Ils vident les camps de concentration, lançant des dizaines de milliers de prisonniers sur des marches de la mort à travers les routes allemandes. Les consignes sont simples. S'ils ne peuvent plus avancer, on les tue. Si les Alliés approchent, on les tue. Ne jamais les laisser être libérés. Ces femmes auraient dû mourir depuis longtemps. Le major Cockburn ne s'est pas levé ce matin-là en s'attendant à affronter une telle situation. Son unité progresse en Basse-Saxe, réduisant les dernières poches de résistance allemande. Dans la plupart des villes, des drapeaux blancs apparaissent avant même l'arrivée des Canadiens. Les soldats allemands se rendent par groupes entiers, épuisés, affamés, impatients que la guerre se termine. Tout est devenu presque mécanique. Entrer dans un village, accepter la reddition, repartir vers le suivant. La guerre semble se dissoudre lentement, comme une horloge qui approche de minuit. Puis, au détour d'une route rurale, la patrouille de reconnaissance tombe sur quelque chose qui ne correspond pas au scénario. De loin, on pourrait croire à une colonne de réfugiés. L'Allemagne en est pleine à ce stade, familles fuyant l'avancée soviétique avec ce qu'elles peuvent porter. Mais les détails se précisent. Les hommes armés, les tenues rayées, les corps vivants qui ressemblent à des cadavres. La réalité frappe Cockburn comme un coup dans le ventre. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des prisonnières. Et les SS bien nourris qui les encadrent ne sont pas là pour les protéger. Ils se préparent à les tuer. Le contraste est brutal. Les gardes SS, propres, robustes, portent mitrailleuses et grenades. Les femmes, elles, semblent mortes depuis des semaines et pourtant continuent d'avancer. Ce ne sont ni des soldats ni des criminels. Ce sont les victimes d'un mal si absolu que l'esprit de Cockburn peine à accepter ce qu'il voit. À présent, il se tient littéralement entre elle et la mort. Derrière lui, 3 chars canadiens, canons braqués sur les SS. 20 soldats canadiens attendent, prêts à agir. 15 SS évaluent leurs chances. Et 162 femmes, rescapées de l'enfer, observent cet étrange officier aux feuilles d'érable cousues sur l'uniforme, se demandant s'il parlera plus vite que les balles. Le capitaine SS reste figé, la main posée sur son pistolet, attendant le prochain geste de Cockburn. Chaque seconde qui passe emporte une vie de plus, brisée par l'épuisement. Le moindre instant d'hésitation peut déclencher un massacre. Quelle parole pourrait encore avoir un effet ici ? Que peut dire un seul homme pour pousser des fanatiques à choisir la pitié ?
Ben Coshburn est né à Toronto en 1915, 30 ans avant cet instant suspendu sur une route allemande. Il a grandi dans une famille canadienne ordinaire, fréquenté des écoles ordinaires, mené une vie tranquille jusqu'à ce que le monde bascule en 1939. Lorsque la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne nazie, le Canada suit et des jeunes comme Coshburn s'engagent en masse. Il rejoint l'armée en 1940 à 25 ans, troquant une existence paisible contre un uniforme. En 1945, c'est déjà un vétéran. Il a survécu à la terrible campagne d'Italie où les Canadiens ont remonté la péninsule à travers la boue, les montagnes et le feu des mitrailleuses allemandes. Il a ensuite combattu en Europe du Nord-Ouest, repoussant les nazis mètre après mètre au prix du sang. Désormais, il sert au sein des Governor General's Horse Guards, intégrés à la 5e division blindée canadienne. Parmi ces hommes, il s'est forgé une réputation bien précise. Il garde son sang-froid sous le feu et trouve des solutions là où personne ne les attend. Contrairement à bien des officiers qui commandent à distance, Cockburn mène depuis l'avant. Il monte dans les chars avec ses soldats, partage leurs risques, ressent la même peur qu'eux lorsque les obus allemands commencent à tomber. Il le respecte parce qu'il ne leur demande jamais ce qu'il ne serait pas prêt à faire lui-même. Ils lui font confiance parce que, lorsque tout déraille, quand le plan de bataille s'effondre et que le chaos s'installe, Cockburn ne cède pas à la panique. Il réfléchit, il s'adapte, il cherche des solutions qui sauvent des vies au lieu de les sacrifier inutilement. En ce matin d'avril, ces qualités prennent une importance cruciale. Il se trouve face à une situation que nul manuel militaire ne décrit, face à un problème qu'aucune puissance de feu ne peut résoudre. La 5e division blindée canadienne a débarqué en France en février 1945, 3 mois après le célèbre débarquement que tout le monde connaît. Elle n'a pas participé à l'assaut initial, mais elle est arrivée à temps pour les combats les plus durs qui ont suivi. Les Canadiens ont progressé à travers les Pays-Bas, libérant des villes néerlandaises où des foules reconnaissantes lançaient des fleurs sur les chars. Puis ils ont franchi la frontière allemande, avançant vers le port de Brême, écrasant sur leur passage les dernières résistances organisées. Avril 1945, c'est l'époque des avancées rapides à travers des défenses allemandes en plein effondrement. C'est l'acceptation de redditions massives de soldats de la Wehrmacht, fatigués de se battre pour une cause perdue. C'est la libération de petites villes où des civils allemands agitent des draps blancs aux fenêtres, espérant la clémence des Canadiens. Les rapports de renseignement évoquent bien l'existence de camps de concentration dans la région, mais la plupart des soldats alliés n'ont aucune idée de ce que cela signifie réellement. Ils ont entendu des rumeurs, des camps de détention pour juifs et prisonniers politiques, des conditions dures, du travail forcé. Mais l'horreur totale de la Shoah, l'assassinat industriel de millions de personnes, les chambres à gaz, les fours crématoires, l'extermination systématique restent dissimulés derrière les mensonges nazis et l'incrédulité alliée. Même les officiers du renseignement qui lisent ces rapports pensent qu'ils sont exagérés. Personne ne fait des choses pareilles. Personne ne pourrait. La vérité est trop monstrueuse pour être acceptée sans l'avoir vue de ses propres yeux. Au début d'avril 1945, alors que les forces alliées se rapprochent de Bergen-Belsen, les commandants SS reçoivent l'ordre d'évacuer le camp. Des milliers de femmes sont regroupées en colonnes et forcées de marcher vers l'est, loin des armées britanniques et canadiennes qui approchent. Les SS leur donnent presque rien à manger, à peine quelques gorgées d'eau. Celles qui ne suivent plus le rythme sont abattues, d'une balle dans la tête et abandonnées dans un fossé. Les corps ne sont même pas enterrés. À quoi bon ? Dans quelques semaines, le Reich tout entier sera mort de toute façon. La colonne que rencontre Coshburn marche depuis plusieurs jours déjà. En quittant Bergen-Belsen, elles étaient peut-être 200. Des dizaines sont mortes en chemin, leurs corps jalonnant la route comme de sinistres repères. Les survivantes sont des femmes juives, polonaises, hongroises, néerlandaises, toutes visées par la haine nazie, toutes condamnées à mort pour le simple fait d'exister. Elles dorment dans des fossés quand les gardes l'autorisent. Elles boivent dans des flaques quand elles trouvent de l'eau. Elles regardent leurs amis s'effondrer et mourir les unes après les autres, jusqu'à ce que la mort devienne si familière qu'elle ne provoque presque plus de réaction. Pour la plupart, l'espoir est mort depuis des mois. Elles marchent parce que s'arrêter signifie une balle. Elles respirent parce que leur corps n'a pas encore compris comment renoncer. Rien de plus.
Pour l'unité de Cockburn, avril devait être synonyme d'opération militaire simple et claire, avancer, accepter les redditions, sécuriser le terrain, passer à l'objectif suivant. Il s'attendait à affronter des unités allemandes dispersées, peut-être quelques fanatiques des jeunesses hitlériennes, trop jeunes et trop endoctrinés pour comprendre que la guerre est perdue. Il s'attendait à libérer des villes reconnaissantes, aux Pays-Bas et en Allemagne, ce à quoi rien ne les avait préparés, ce que leur formation n'avait jamais envisagé, c'était la vision de squelettes vivants encadrés par des meurtriers bien nourris. Le contraste entre la guerre normale et ce mal systématique provoque un choc mental qui hantera les soldats de Cockburn jusqu'à la fin de leur vie. Les acteurs de cet instant incarnent chacun une facette d'une tragédie bien plus vaste. Le major Cockburn porte le poids du devoir et la responsabilité du commandement. Chacune de ces décisions se propage comme une onde affectant toutes les vies présentes sur cette route. Les gardes SS symbolisent une loyauté fanatique déformée jusqu'à l'horreur. Depuis des années, ils dirigent des camps de la mort, obéissant à des ordres qui les ont transformés en monstres. Certains ont cru aux mensonges nazis. D'autres ont suivi parce que refuser signifiait mourir. À présent, ils se tiennent à un carrefour, au sens propre comme au sens figuré, où leur prochain choix déterminera s'ils mourront comme des assassins ou s'ils vivront comme des hommes ayant choisi la pitié au dernier instant possible. Les 162 femmes, elles, représentent des millions de victimes. Leur souffrance est visible dans chaque os saillant, chaque regard creux, chaque respiration pénible. Elles ont tout perdu, sauf cette étincelle de vie obstinée qui refuse de s'éteindre. Elles observent cette confrontation étrange, trop épuisées pour espérer, trop brisées pour croire à un sauvetage. Elles ont déjà vu des libérateurs arriver. Elles ont vu ces libérateurs mourir. Pourquoi cette fois serait-elle différente ? Cockburn voit ces femmes vaciller sur leurs jambes, à peine capables de tenir debout. Leurs bras pendent le long de leur corps comme des bâtons. Leurs jambes semblent trop frêles pour supporter le moindre poids. La peau est tendue sur les os, chaque côte visible sous le tissu sale des uniformes rayés. Certaines portent des plaies ouvertes au visage ou sur les bras. D'autres ont les yeux rougis et le teint brûlant de la fièvre du typhus. La plupart pèsent à peine 35 kilos, le poids d'un enfant, pas celui d'une femme adulte. Elles se regroupent en petits cercles, s'appuyant les unes sur les autres pour ne pas tomber. Certaines femmes se sont déjà assises à même le sol, vidées de toute énergie, incapables d'aller plus loin. L'une d'elles s'effondre au moment où le char de Cockburn approche, se pliant dans la poussière comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Un garde SS lève aussitôt son fusil, vise sa tête, puis la baisse lentement en apercevant les chars canadiens. Pas maintenant, pas avec des témoins. Puis vient l'odeur, une puanteur épaisse de mort, d'excréments et d'infections, portée par la brise printanière qui transporte aussi, cruellement, le parfum des fleurs en train d'éclore dans les champs voisins. Des oiseaux chantent dans les arbres bordant la route, leur trille joyeuse d'une normalité obscène face à cette scène d'horreur. Le contraste rend tout plus insupportable encore. La nature est indifférente. Le monde continue de tourner. Les fleurs s'ouvrent pendant que des femmes meurent. Les gardes SS offrent un contraste brutal avec leurs prisonnières. Visage plein, uniforme propre, bottes bien cirées, ils sont armés de mitrailleuses, de fusils et de grenades. 15 hommes en pleine possession de leurs moyens face à 162 femmes à l'agonie. Le calcul est absurde, mais la menace, elle, est bien réelle. Ces hommes ont reçu l'ordre d'exécuter leurs prisonnières plutôt que de les laisser être libérées. Des ordres permanents venus des plus hauts échelons de la SS. Ne laisser aucun témoin. Tout tuer avant l'arrivée des Alliés. Et ces ordres, les gardes les ont déjà appliqués des dizaines de fois au cours de cette marche. Ils ont abattu celles qui tombaient de fatigue, abandonnant les corps dans les fossés tout au long du chemin depuis Bergen-Belsen. Cockburn se retrouve face à plusieurs problèmes insolubles à la fois. Le problème tactique saute aux yeux. Le moindre échange de tirs condamne d'abord les prisonnières. Elles sont faibles, lentes, coincées au milieu d'un éventuel champ de tir. Même si ces chars éliminent tous les SS en quelques secondes, ces derniers auront le temps de tirer sur les femmes avant de tomber. Les mitrailleuses Mock-Dure sont déjà braquées sur elles. Une simple pression sur une détente, une rafale, et des dizaines meurent. Le problème juridique est plus complexe. Les SS n'ont pas encore commis de crimes de guerre sous ses yeux. Faire marcher des prisonniers n'est pas, en soi, interdit par les conventions de Genève, aussi inhumaines que soient là en haut les conditions.
Cockburn ne peut pas ouvrir le feu sans provocation, pas s'il veut respecter les règles de la guerre. Mais c'est le problème moral qui pèse le plus lourd. Chaque seconde d'attente signifie que d'autres femmes s'effondrent, emportées par la faim et la maladie. Pourtant, une action précipitée pourrait déclencher le massacre qu'il cherche précisément à éviter, et le temps joue contre lui. D'autres unités SS opèrent dans la région. Des renforts peuvent arriver à tout moment. Le jour où ils seront là, toute négociation deviendra impossible. La situation dégénérera en combat et tous ceux qu'ils tentent de sauver mourront. Cockburn aperçoit le commandant SS, un capitaine, debout, raide, au centre de ses hommes. Sa main repose sur son pistolet. Son visage est impassible, mais ses yeux calculent les distances, les probabilités, le nombre de chars. Derrière lui, les femmes observent avec des regards éteints. Elles ont déjà vécu cela. Elles ont vu des sauveurs arriver. Elles ont vu ces sauveurs mourir. Elles ont appris à ne plus espérer. L'une d'elles croise le regard de Cockburn. Dans ses yeux creux, il lit la question qui hante cet instant. Vas-tu nous sauver, ou seras-tu simplement un autre homme de bien qui aura essayé et échoué? La décision se fait en une fraction de seconde. Cockburn ne combattra pas. Il parlera. Il descend de son char, laisse son fusil derrière lui et ne garde que son pistolet à la ceinture. Ses soldats se tendent aussitôt, doigts crispés sur les gâchettes, prêts à tirer si tout tourne mal. Mais Cockburn leur fait signe d'un geste bref, tenir la position. Puis il avance seul, presque sans armes, franchissant la distance qui sépare ses chars des gardes SS. Chaque pas l'éloigne de la protection de l'acier et de la puissance de feu. Chaque pas le rapproche d'hommes qui ont passé des années à tuer des innocents. Ses bottes crissent sur le gravier. L'air frais du printemps effleure son visage. Son cœur bat si fort qu'il l'entend résonner dans sa tête, mais son expression reste parfaitement neutre, calme, maîtrisée. Il s'arrête juste devant le capitaine SS, assez près pour distinguer le bleu de ses yeux, assez près pour sentir l'odeur du tabac sur son uniforme, assez près pour que ses propres soldats ne puissent s'en tirer sans le mettre en danger. Assez près pour que le capitaine puisse l'attraper, s'en servir comme otage ou simplement lui tirer une balle dans la poitrine. Mais Cockburn ne recule pas. Il se tient face à l'ennemi, regardant droit dans les yeux un homme dont le métier consiste à organiser des marches de la mort. Puis il parle, en allemand, une langue apprise à l'entraînement et perfectionnée au fil des interrogatoires de prisonniers. Sa voix est posée, contrôlée, presque aimable. Aucune menace, juste des faits. « La guerre est finie, dit-il. Vous le savez, je le sais, tout le monde ici le sait. » Il laisse le silence s'installer, observant le visage du capitaine à la recherche du moindre signe. La vérité flotte entre eux, lourde et incontestable. L'Allemagne s'effondre. L'empire d'Hitler n'a plus que quelques jours, peut-être quelques semaines. Le capitaine SS le sait aussi bien que lui. Il n'est pas idiot. Il a vu les replis sans fin, les lignes de ravitaillement qui s'écroulent, les ordres désespérés de chefs qui ne contrôlent plus rien. Il sait que la guerre est perdue. Alors Cockburn présente un choix, soigneusement formulé. Il ne parle ni de reddition, ni de morale, mais d'intérêt personnel. « Vous pouvez vous battre, dit-il, et nous vous tuerons. Nous avons des chars, un appui aérien à quelques minutes, une force écrasante. Vous mourrez ici, sur cette route, et avant de mourir, vous tuerez ces femmes, parce que c'est ce qui arrive toujours lors d'un échange de tirs. Et lorsque nous ferons notre rapport, lorsque nous dirons à nos commandants que des gardes SS ont massacré des prisonnières sous nos yeux, aucune pitié ne sera accordée à la SS où que nous la rencontrions. Vos camarades voletiers, vos autres unités paieront le prix de votre décision. » Puis Cockburn poursuit, toujours sur le même ton posé. « Ou bien vous nous remettez ces prisonnières, ici et maintenant. Vous repartez comme des soldats, respectant les règles de la guerre, et vous gardez une chance de survivre à ce qui vient. Peut-être même d'avoir, un jour, une vie normale. » Le capitaine SS ne répond pas tout de suite. Il reste figé, le visage dur comme la pierre, mais ses yeux bougent. Il passe des chars à ses hommes, puis aux femmes derrière lui. Il calcule. Il pèse des années d'endoctrinement nazi face à la réalité immédiate. 3 chars canadiens, canons braqués sur sa position. Cockburn voit le combat intérieur se jouer derrière ses yeux bleus. Mourir pour un Reich déjà mort? Obéir à des chefs qui seront pendus dans quelques mois? Ou choisir de vivre? Le pari de Cockburn repose sur plusieurs éléments qui s'imbriquent parfaitement. Le moment d'abord, en avril 1945, même les nazis les plus fanatiques sentent que la fin est proche.
L'appel à l'intérêt personnel fonctionne parce que, lorsque la mort est à quelques secondes, l'instinct de survie l'emporte sur l'idéologie. La possibilité de sauver la face compte aussi. Cockburn n'exige pas une reddition. Il propose un transfert de prisonnière, un acte militaire formel qui permet au capitaine de conserver un semblant d'honneur. Et puis, il y a la menace implicite de la force écrasante. Le calme de Cockburn suggère une confiance absolue, des renforts à proximité, l'inutilité de toute résistance. Sa présence debout à portée de main, désarmé et vulnérable, prouve surtout qu'il croit lui-même à la sincérité de son offre. L'instant s'étire. Les témoins diront plus tard qu'il a semblé durer une éternité. En réalité, ce sont sans doute 3 minutes, peut-être 4. Cockburn reste parfaitement immobile, le cœur battant à tout rompre, le visage impassible. Le capitaine SS respire lentement, réfléchit. Derrière eux, les femmes regardent sans comprendre la conversation en allemand, trop épuisées pour espérer quoi que ce soit. Les soldats canadiens gardent leurs armes pointées sur les SS, doigts crispés sur les détentes, attendant l'ordre de tirer. Les oiseaux continuent de chanter dans les arbres. Au loin, le grondement sourd de l'artillerie rappelle qu'ailleurs, une autre bataille est en cours. Puis le capitaine SS hoche la tête. Une seule fois. Un mouvement presque imperceptible. Il se tourne vers ses hommes et donne des ordres secs, tranchants. Baissez vos armes. Alignez les prisonnières pour leur transfert sous garde canadienne. Nous partons. Sa voix est froide, dénuée de toute émotion, purement militaire. Les gardes hésitent, échangent de sa cange des regards incertains. Le capitaine répète l'ordre plus fort. Cette fois, ils obéissent. Les fusils s'abaissent. Les mitrailleuses pointent vers le sol. Les femmes sont rassemblées tant bien que mal en une ligne irrégulière, même si la plupart tiennent à peine debout. Et puis, sans un mot de plus, sans salut ni formalité, les SS tournent les talons. Ils marchent vers l'est, s'enfonçant dans le chaos d'une Allemagne qui s'effondre jusqu'à disparaître au bout de la route. Cockburn les regarde partir. Il ne les fait pas arrêter. Il ne les poursuit pas. Il n'ordonne pas à ses hommes de tirer dans leur dos. Il les laisse s'en aller, une décision qui fera polémique plus tard, mais qui, à cet instant précis, sauve 162 vies. Pas un seul coup de feu. Pas une balle gaspillée. Seulement des mots, le bon moment et du sang-froid. Les gardes SS s'évanouissent dans le paysage, avalés par la campagne allemande et le désordre d'un empire à l'agonie. Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Les femmes restent immobiles, incapables de comprendre ce qui vient de se produire. Les soldats canadiens fixent la scène, incrédules. Puis quelque chose cède. Une femme au premier rang s'effondre, pas cette fois par épuisement, mais sous le choc brutal de la prise de conscience. Elle pourrait réellement survivre. Cette chute déclenche une réaction en chaîne. D'autres femmes tombent à genoux, pleurent, tremblent, agrippent la terre de la route comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Certaines essaient de parler mais aucun mot ne sort. D'autres sanglotent beau simplement, les larmes traçant des sillons nets sur leur visage couverts de crasse. Les infirmiers de Cockburn accourent aussitôt, leurs réflexes prenant le dessus malgré le choc. Ils apportent sacs médicaux, couvertures, gourdes d'eau. Le médecin de l'unité, le capitaine Morris, arrive à son tour et procède à une évaluation rapide. Son visage se décompose. C'est un chirurgien de combat, habitué aux blessures effroyables, aux amputations, aux hommes se vidant de leur sang sur des tables d'opération. Mais là, c'est autre chose. Ce ne sont pas des blessures de guerre. C'est la faim organisée, la maladie, l'abandon systématique, à une échelle qu'il peine à concevoir. Il prend Cockburn à part et lui parle à voix basse, avec urgence. Ces femmes sont des miracles médicaux rien que pour être encore en vie, dit-il. La plupart souffrent du typhus, de dysenterie, de tuberculose, de malnutrition avancée. Il faut les évacuer immédiatement vers un hôpital de campagne. Même avec des soins, certaines ne survivront pas. Les réactions des femmes sont très différentes les unes des autres. Certaines sont incapables de parler, leur voix volée par des mois de terreur et de violence. Celles qui parviennent à prononcer quelques mots crient dans des langues différentes, polonais, hongrois, néerlandais, yiddish, allemand. Elles embrassent les mains des soldats, s'accrochent aux manches des infirmiers, effleurent les écussons à feuilles d'érable sur les uniformes canadiens avec des doigts tremblants. Une néerlandaise nommée Rachel Kleinman fixe la feuille d'érable sur l'épaule de Cockburn. Elle ne sait pas ce que ce symbole représente. Elle ne l'a jamais vu auparavant. Tout ce qu'elle sait, c'est que l'homme qui le porte a parlé aux SS, que les SS sont partis et qu'elle respire encore.
Des années plus tard, elle racontera cet instant dans ses mémoires. Nous avons vu la feuille d'érable sans savoir quel pays elle représentait. Nous savions seulement que l'homme à l'accent étrange avait parlé, que les SS étaient partis et que, d'une manière presque irréelle, nous étions encore en vie. Les soldats de Cockburn réagissent avec une émotion brute, rare chez des vétérans aguerris, des hommes qui ont combattu en Italie et en France, pris d'assaut des positions allemandes sous le feu des mitrailleuses, vu leurs camarades mourir dans des explosions et des combats rapprochés. Ces soldats endurcis pleurent à visage découvert. Certains détournent les yeux, incapables de soutenir la vue de l'état des femmes. D'autres vomissent dans l'herbe au bord de la route, leur estomac se rebellant contre l'odeur et la vision de tant de souffrances. Les équipages de chars sortent instinctivement leurs rations et tentent de donner à manger aux femmes les plus proches, jusqu'à ce que le capitaine Morris leur crie d'arrêter. « Trop de nourriture, trop vite, les tuerait », explique-t-il. « Leur corps ne peut pas le supporter. Il faut les nourrir lentement, avec précaution, sinon nous les perdrons à cause du syndrome de renutrition. » Le sergent William Morrison, chef de char qui tient un journal depuis le début de la guerre, s'assoit par terre et écrit d'une main tremblante. Son entrée du jour est brève. Nous avons vu des choses terribles pendant cette guerre. Des villes brûlées, des soldats morts, des civils pris sous les tirs croisés. Mais ceci est différent. C'est le mal incarné. C'est contre cela que nous nous battions, même sans le comprendre entièrement. Maintenant nous comprenons. Maintenant nous savons. La situation médicale devient très vite évidente et elle est effroyable. Le capitaine Morris et ses infirmiers procèdent à des évaluations rapides, passant de femme en femme, prenant les constantes, repérant les cas les plus critiques. 7 femmes sont en danger immédiat de mort. Leur corps a été poussé bien au-delà de ce que la médecine peut réparer. Elles meurent dans les 24 heures qui suivent, malgré tous les efforts des médecins. Les infirmiers leur tiennent la main jusqu'au bout, veillant à ce qu'elles ne meurent pas seules, à ce que leurs derniers instants soient marqués par une présence humaine et non par la cruauté. 23 femmes doivent être hospitalisées d'urgence pour le typhus, une maladie transmise par les poux, provoquant fièvre élevée, éruption cutanée et souvent la mort sans traitement. Les 162 souffrent toutes de malnutrition sévère. Le poids moyen se situe entre 32 et 36 kg pour des femmes adultes qui devraient en peser le double. La plupart sont atteintes de tuberculose, une maladie pulmonaire qui marquera les survivantes pendant des années. Presque toutes ont des poux. La dysenterie, qui entraîne des diarrhées constantes, et des plaies infectées jamais soignées correctement. Cockburn commence aussitôt à tout documenter. Il comprend même dans l'urgence de l'instant que ces femmes sont des preuves vivantes de crimes dépassant l'imagination. Il photographie les survivantes avec leur consentement, veillant à préserver leur dignité plutôt qu'à les exposer comme des curiosités. Il note les numéros d'unités figurant sur l'équipement SS abandonné sur la route. Il recueille les témoignages de celles qui ont la force de parler, consignant leurs paroles avec un soin méticuleux. Son rapport officiel mentionne « Ces femmes constituent la preuve d'un meurtre systématique à une échelle qui dépasse l'entendement ». Préserver leur vie et leurs témoignages revêt une importance stratégique majeure pour la documentation des crimes de guerre ennemis. Quelques jours plus tard, les forces britanniques libèrent le camp principal de Bergen-Belsen. Les photographies paraissent dans les journaux du monde entier, contraignant l'opinion publique à affronter la réalité des camps de la mort nazie. Les survivantes sauvées par Cockburn sont des réfugiés de cet enfer, des témoins de crimes que le monde commence à peine à comprendre. La controverse éclate presque aussitôt. Certains officiers reprochent à Cockburn d'avoir laissé partir les gardes SS. La police militaire souhaite les poursuivre afin de les traduire en justice pour crimes de guerre. Comment peut-on laisser des meurtriers s'échapper ? Demande-t-il. Comment autoriser des hommes responsables de marche de la mort à disparaître simplement dans l'Allemagne en ruine ? La réponse de Cockburn est directe, sans détour. Je pouvais les arrêter et laisser les femmes mourir dans les tirs croisés, dit-il, ou les laisser partir et sauver 162 vies. Le choix était évident. Chaque minute passée à discuter ou à combattre était une minute de plus pendant laquelle ces femmes mouraient d'un de faim. J'ai fait le seul choix qui préservait la vie. Et pourtant, au milieu de l'horreur et des débats, des instants de pure humanité émergent. Un jeune soldat canadien, le simple soldat James Chen, partage sa ration de chocolat avec une femme polonaise qui semble à peine âgée de 20 ans. Elle mange un petit morceau, le savourant comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais goûtée.
puis elle enveloppe soigneusement le reste et le glisse dans son uniforme rayé, tentant d'expliquer par geste qu'elle a une sœur quelque part. Elle veut garder le chocolat pour le partager avec elle lorsqu'elles se retrouveront. Chen n'a pas le cœur de lui dire que les chances que sa sœur soit encore en vie sont presque nulles. Il hoche simplement la tête et reste auprès d'elle, assis en silence, jusqu'à ce que l'épuisement finisse par l'emporter. Le chocolat demeure serré dans sa main squelettique, minuscule symbole d'espoir dans un monde qui a tout fait pour anéantir l'espoir. Sa sœur est déjà morte, assassinée dans une chambre à gaz 3 mois avant la libération. Mais la femme ne le sait pas encore. Pour l'instant, elle a du chocolat et le rêve de le partager. Pour l'instant, cela suffit. Le sauvetage de 162 femmes par Cockburn ne change pas l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan stratégique, son impact est quasiment nul. L'Allemagne s'effondre malgré tout en mai 1945. Hitler meurt dans son bunker. Les Alliés remportent la victoire. Sauver 162 personnes sur des millions assassinés ne modifie ni l'équilibre des armées, ni l'issue des batailles. Mais la stratégie n'est pas la seule chose qui compte dans une guerre. Parfois, un seul acte produit des répercussions inattendues, des ondes qui s'étendent bien au-delà de l'instant où tout a commencé. En quelques jours à peine, les témoignages des femmes parviennent aux services de renseignement alliés. Elles racontent Bergen-Belsen et confirment les rumeurs les plus sombres que les officiers entendaient circuler depuis des mois. Des récits de chambres à gaz et de crématoires, de meurtres systématiques organisés à l'échelle industrielle, de sélections où des médecins nazis décidaient, d'un simple geste de la main, qui vivraient et qui mourraient. Les Alliés avaient déjà reçu ce type de rapport. Mais beaucoup les avaient rejetés comme de la propagande exagérée. « Personne ne fait ça, disait-il. Ce n'est pas possible. Les rapports doivent être faux. Désormais, la preuve marche, parle et respire. Elle se tient devant eux sous la forme de femmes squelettiques, des numéros tatoués sur les bras. Les 162 survivantes deviennent des témoins vivants de crimes que le monde commence à peine à comprendre. L'impact sur les forces canadiennes est immédiat et très concret. La 5e division blindée canadienne commence à rechercher activement les colonnes de prisonniers et les camps de concentration. De nouveaux ordres sont transmis aux officiers, surveiller les marches de la mort, repérer les détenus des camps. Et lorsque vous en trouvez, essayez d'abord la méthode Cockburn. Offrez un choix aux gardes, laissez-les partir si cela permet de sauver les prisonniers. Privilégiez la négociation avant les balles. Durant les dernières semaines de la guerre, des unités canadiennes libèrent ainsi environ 800 prisonniers de camps de concentration en utilisant des tactiques similaires. Les officiers s'approchent des gardes SS avec le même message que Cockburn. La guerre est finie. Vous le savez. Remettez les prisonniers et vivez, ou combattez et mourrez. Le taux de réussite est frappant. La plupart des gardes, confrontés à un véritable choix entre la mort et la survie, choisissent de vivre. La méthode de Cockburn démontre une chose essentielle. Même dans les derniers jours de la guerre la plus terrible de l'histoire, la psychologie peut l'emporter sur la puissance de feu. L'approche alliée envers les camps de concentration évolue elle aussi. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, voit les photographies de Bergen-Belsen et lit les témoignages des survivantes, y compris ceux des femmes sauvées par Cockburn. Il est horrifié, puis furieux. Il ordonne immédiatement une documentation exhaustive de tous les camps et de tous les crimes. Photographiez tout, consignez tout, mettez-le sur film et sur papier, car un jour, certains diront que cela n'a jamais existé. Il exige également que les civils allemands vivant près des camps soient contraints de les visiter, afin qu'ils voient de leurs propres yeux ce qui a été commis en leur nom, sur leur sol. Les témoignages des survivantes, dont ceux, détaillés, des 162 femmes sauvées par Cockburn, deviennent des pièces à conviction utilisées plus tard par les procureurs lors des procès de Nuremberg. L'impact sur le moral agit dans les deux camps. Pour les soldats alliés, la libération des camps est une expérience terrifiante, mais aussi moralement éclairante. Voilà pourquoi nous nous battons, se disent-ils. Voilà ce que nous arrêtons. La vue des prisonniers affamés et des fosses communes balaie toute hésitation sur la justesse de leur cause. Même les soldats épuisés, ceux qui ne rêvent que de rentrer chez eux, retrouvent une détermination nouvelle. Ils ne se contentent plus de vaincre l'Allemagne. Ils mettent fin au mal. Côté allemand, les récits de la manière dont les Alliés traitent les survivants se répandent rapidement. On parle de soldats canadiens partageant leurs rations avec les prisonniers libérés, de médecins travaillant jour et nuit pour sauver des femmes mourantes, d'un major canadien risquant sa vie pour négocier plutôt que tirer.
Ces histoires accélèrent les redditions. De plus en plus de soldats allemands préfèrent la captivité à la mort, surtout s'ils peuvent se rendre aux alliés occidentaux plutôt qu'aux soviétiques. Le contraste entre la brutalité nazie et la clémence alliée devient une propagande plus puissante que n'importe quelle affiche ou émission de radio. Le point de vue de l'ennemi ajoute encore une autre dimension à l'histoire. Après la guerre, les enquêteurs retrouvent le capitaine SS avec lequel Cockburn a négocié. Il s'appelle Klaus Weber. Il a survécu en vivant sous une fausse identité, Hans Müller, travaillant comme contremaître dans une petite ville allemande. Il reste caché jusqu'en 1963, date à laquelle des enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre parviennent à l'identifier. Lors de son procès, les procureurs réclament la peine de mort. Puis survient quelque chose d'inattendu. Rachel Kleinman et 12 autres survivantes témoignent en sa faveur, non parce qu'elles lui ont pardonné, non parce qu'elles le considèrent innocent, mais parce que, comme l'explique Kleinman au tribunal, il a choisi la pitié là où il aurait pu choisir le meurtre. Il avait l'ordre de nous exécuter, dit-elle. Il avait des mitrailleuses et nous n'avions rien. Ils pouvaient tous nous tuer. Il a choisi de s'en aller. Cela n'efface pas ses autres crimes, mais cela nous a sauvés. Le tribunal condamne Weber à 15 ans de prison. Il en purge 11 et meurt dans l'anonymat en 1979. Les comparaisons statistiques soulignent l'ampleur de ce qu'a accompli Cockburn. Sur environ 15 000 victimes des marches de la mort, en avril 1945, moins de 2000 sont sauvés par une intervention directe des Alliés. La plupart meurent avant que l'aide n'arrive. Les 162 femmes de Cockburn représentent à elles seules près de 8% de tous les prisonniers libérés grâce à la négociation plutôt qu'au combat. Son approche prouve une vérité essentielle. Dans certaines circonstances, avec le bon moment et la bonne méthode, parler sauve plus de vies que tirer. Cette leçon influence la doctrine militaire pendant des décennies. Mais la conséquence la plus inattendue est peut-être ailleurs, dans la manière dont ce sauvetage transforme la politique d'immigration canadienne. Avant la guerre, le Canada applique des règles très strictes à l'égard des réfugiés juifs. Le pays a même refusé l'entrée à des navires entiers remplis de personnes fuyant les persécutions nazies. Après la guerre, après que les Canadiens ont vu ce que leurs soldats ont découvert et libéré, quelque chose change. L'opinion publique bascule. Le gouvernement ouvre ses portes. En 1950, 37 des 162 femmes sauvées par Cockburn immigrent au Canada et s'installent à Toronto, Montréal et dans d'autres villes. Elles y font venir leurs familles, conjoints, enfants, proches ayant survécu par d'autres moyens. Au total, plus de 200 personnes s'installent au Canada grâce aux liens tissés autour de ces 162 survivantes. 200 vies qui existent parce qu'un officier, sur une route allemande en avril 1945, a choisi les mots plutôt que les armes. Lorsque la guerre prend fin, le major Ben Cockburn rentre à Toronto. Il échange son uniforme contre des vêtements civils, son commandement contre une salle de classe. Il devient professeur d'histoire dans un lycée, enseignant à des adolescents les guerres, les révolutions, la naissance et la chute des empires. Aucun de ses élèves ne se doute que cet enseignant discret s'est un jour tenu face à des gardes SS et a désamorcé un massacre par la parole. Quand on l'interroge sur son passé militaire, il élude d'un haussement d'épaules et d'un demi-sourire. « J'ai fait ce que n'importe quel officier aurait fait, dit-il. J'ai préservé la vie quand c'était possible. » Il refuse les décorations et la reconnaissance publique, affirmant que ses soldats méritent le mérite, pas lui. Pendant 37 ans, il enseigne l'histoire sans jamais en faire partie. Il meurt en 1982 à 67 ans, après avoir formé des milliers d'élèves qui n'ont jamais connu son histoire. Ce n'est qu'à ses funérailles que certains découvrent ce que leur professeur a accompli un jour d'avril 1945 sur une route allemande. Rachel Kleinman, la survivante néerlandaise qui n'avait pas reconnu la feuille d'érable sur l'uniforme de Cockburn, frôle la mort après sa libération. Le typhus ravage son corps. Lorsqu'elle est prise en charge par les médecins canadiens, elle ne pèse plus que 31 kilos. Les médecins lui donnent 20% de chance de survivre à la semaine. Mais elle se bat, s'accrochant à la vie avec la même détermination obstinée qui l'a portée à travers Bergen-Belsen et la marche de la mort. Et elle survit. En 1947, elle immigre au Canada et s'installe à Toronto. Elle enchaîne les petits emplois jusqu'à maîtriser suffisamment l'anglais pour raconter son histoire.
En 1965, une organisation dédiée à la mémoire de la Shoah retrouve les survivantes du sauvetage et organise une réunion. Rachel revoit Cockburn pour la première fois depuis cette journée d'avril 20 ans plus tôt. Elle prend ses mains dans les siennes et parle avec soin, cherchant les mots justes. « Vous m'avez donné la vie 2 fois, lui dit-elle. Une fois sur cette route en tenant tête au SS, et une seconde fois en me permettant de venir dans votre pays et d'y reconstruire une existence. » Cockburn, mal à l'aise face aux éloges, sourit et la remercie d'avoir survécu, d'avoir fondé une famille, d'avoir prouvé que sauver des vies a un sens. Rachel devient éducatrice sur la Shoah, intervenant dans des écoles à travers le Canada, y compris dans le lycée où Cockburn enseigne. Elle vit jusqu'en 2008, atteignant l'âge de 89 ans. Elle laisse derrière elle 3 enfants, 9 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Un arbre généalogique entier rendu possible parce qu'un homme a choisi la négociation plutôt que les balles. Le simple soldat James Chen, le jeune Canadien qui avait partagé sa ration de chocolat, porte ce qu'il a vu comme un fardeau toute sa vie. De retour au Canada, il est hanté par des cauchemars, des silhouettes squelettiques, l'odeur de la mort sur une route printanière. Ce que l'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique, ce que sa génération nommait « choc des combats », l'accompagne pendant des décennies. Il se réveille en criant. Il supporte mal la foule. Les bruits soudains le font se jeter au sol. Mais il reste aussi en contact avec plusieurs survivantes. Il les aide à remplir les dossiers d'immigration, écrit des lettres de soutien, garantit leur intégrité auprès de fonctionnaires méfiants. Dans une lettre rédigée en 1975, il tente d'expliquer pourquoi il continue. « J'ai vu le pire et le meilleur de l'humanité, écrit-il. Le pire, c'est ce qu'elles ont subi dans les camps. Le meilleur, c'est qu'elles ont survécu et reconstruit leur vie. Elles se sont mariées, ont eu des enfants, sont devenues enseignantes, infirmières, commerçantes. C'est la seule chose qui me permet de dormir la nuit. Savoir que quelque chose de bon est né de toute cette horreur. » Anna Kowalski a 19 ans lorsque l'unité de Cockburn la découvre sur la marche de la mort. Elle pèse à peine 32 kilos, si faible qu'elle ne peut plus marcher seule. Les infirmiers la transportent jusqu'à un hôpital de campagne canadien. Les médecins l'examinent et secouent la tête. Typhus, tuberculose avancée, malnutrition sévère, infections multiples. Ils lui donnent 20% de chances de survie, peut-être moins. Mais Anna refuse de mourir. Elle lutte contre la fièvre et la douleur, s'accrochant à la vie heure après heure. Et elle survit. En 1948, elle immigre à Montréal, épouse un ancien combattant canadien qui la traite avec douceur et respect et élève 4 enfants. En 1995, lors de la commémoration du 50e anniversaire du sauvetage, elle parle aux journalistes, les larmes coulant sur son visage. « J'étais morte, dit-elle. Nous l'étions toutes. Nous étions des cadavres ambulants, attendant la balle finale. Puis un homme que je n'avais jamais vu a décidé que je méritais de vivre. Comment remercier quelqu'un pour votre propre existence? Comment rembourser une dette pareille? On ne le peut pas. On se contente de vivre du mieux possible en espérant que cela suffira. La femme polonaise qui avait gardé le chocolat pour sa sœur finit par apprendre la vérité, la plus cruelle qui soit. Sa sœur est morte dans une chambre à gaz 3 mois avant la libération, assassinée avec des milliers d'autres dans l'extermination systématique qui définit la Shoah. La nouvelle la brise. Pourtant, elle conserve toute sa vie l'emballage du chocolat, soigneusement glissé entre les pages d'un album photo. Il devient un mémorial intime pour sa sœur, un rappel de l'espoir, même lorsque cet espoir était insensé. À sa mort, en 1998, sa fille fait don de cet emballage au Musée canadien de la guerre, à Ottawa. Il est exposé dans une vitrine, à côté du dossier militaire et des décorations de Cockburn. Un minuscule morceau de papier métallisé qui symbolise à la fois la perte et la survie, le deuil et l'espérance, la mort et ce refus obstiné, profondément humain, de s'y soumettre. Le capitaine SS, qui avait choisi de s'éloigner ce jour-là, Klaus Weber, disparaît dans l'Allemagne de l'après-guerre sous une fausse identité, Hans Müller. Il travaille comme contremaître dans une usine, se fait discret, tente d'oublier ce qu'il a fait pendant la guerre. Mais le passé finit par le rattraper. En 1963, des enquêteurs spécialisés dans les crimes de guerre l'identifient grâce à d'anciens dossiers SS. Les procureurs réclament la peine capitale. Puis survient l'inattendu. Rachel Kleinman et 12 autres survivantes témoignent en sa faveur. Non parce qu'elle lui pardonne les années passées à faire fonctionner la machine de mort,
non parce qu'elles estiment qu'il mérite la clémence, mais parce qu'il a choisi la pitié quand il aurait pu choisir le meurtre. Kleiman l'explique simplement au juge. Il avait l'ordre de nous exécuter. Il avait des mitrailleuses et nous n'avions rien. Ils pouvaient tous nous tuer et dire que nous avions tenté de fuir. Au lieu de cela, il est parti. Ce choix a sauvé 162 vies. Cela n'efface pas ses autres crimes, mais cela compte. Le tribunal condamne Weber à 15 ans de prison. Il en purge 11 et meurt dans l'anonymat en 1979. Sa dernière déclaration connue, faite à un journaliste venu le retrouver dans une maison de retraite, est brève. « J'ai pris une bonne décision dans une vie mauvaise. » Cela ne rééquilibre pas les choses, mais au moins 162 femmes ont vécu. Peu d'officiers SS peuvent en dire autant. Le capitaine Maurice, le médecin qui a soigné les femmes, en sauve 23 du typhus grâce à des traitements expérimentaux que la plupart des médecins n'auraient pas osé utiliser. Ce faisant, il contracte lui-même le typhus et passe des semaines alitées luttant contre la même maladie que ses patientes. Il survit et consacre ensuite sa carrière médicale à la recherche sur les maladies infectieuses, cherchant à améliorer les traitements contre le typhus et d'autres affections qui ont tué tant de déportés. Le sergent Morrison, le chef de char qui tenait un journal, devient journaliste après la guerre. Il écrit abondamment sur les crimes de guerre, sur l'importance de témoigner, sur la nécessité de se souvenir de la Shoah pour qu'elle ne se reproduise jamais. Ces articles contribuent à éduquer toute une génération de Canadiens sur ce que leurs soldats ont libéré, et pourquoi cela comptait. Sur les 162 femmes sauvées par Cockburn, les noms de 94 nous sont parvenus. Les autres se sont perdus dans l'histoire, connues seulement comme survivantes du sauvetage. Leurs récits individuels ont été effacés par le traumatisme, la bureaucratie ou simplement le passage du temps. Elles représentent les innombrables victimes dont les histoires disparaissent avec elles, dont les noms s'oublient même lorsque la souffrance demeure dans la mémoire collective. Mais ces 94 noms, soigneusement conservés dans les archives militaires canadiennes et les bases de données mémorielles de la Shoah, témoignent d'une vérité essentielle. Il s'agissait de personnes réelles. Des êtres humains singuliers, avec des rêves, des familles, des vies possibles, pas de simples chiffres dans un manuel d'histoire. Cockburn ne reçoit aucune reconnaissance immédiate pour avoir sauvé 162 vies. La bureaucratie militaire ne sait pas comment classer son action. Il n'a pas capturé l'ennemi au sens classique. Il n'a pas détruit de matériel ni atteint un objectif militaire standard. Il a simplement parlé, laissé l'ennemi partir et, d'une manière ou d'une autre, tout le monde a survécu. Les formulaires n'ont pas de case prévue pour ce genre de victoire. Son supérieur rédige une recommandation qui est classée, puis oubliée. Pendant des décennies, l'histoire ne subsiste que dans des dossiers poussiéreux et dans la mémoire des survivantes dispersées à travers le monde. La reconnaissance n'a aucune importance pour Cockburn, les femmes ont survécu. Cela lui suffit. Mais les survivantes, elles, n'oublient pas. En 1985, 3 ans après la mort de Cockburn, Rachel Kleinman et d'autres femmes qui l'a sauvée lancent une campagne. Elles écrivent au gouvernement canadien, aux autorités militaires, à quiconque est prêt à écouter. Elles racontent l'histoire de l'officier qui les a sauvées sans tirer un seul coup de feu. Elles fournissent des documents, des photographies, des témoignages. Elles exigent que le Canada reconnaisse ce qu'un de ses soldats a accompli. La campagne dure des années, s'enlisant dans les comités gouvernementaux et les commissions militaires. Finalement, en 1987, le gouvernement décerne à Cockburn l'Étoile du Courage, une décoration civile pour acte de bravoure ainsi qu'une mention militaire spéciale. Sa veuve, Margaret Cockburn, accepte les distinctions lors d'une cérémonie à Ottawa. Elle a 80 ans, le dos courbé par l'âge, mais la voix claire et assurée. « Ben aurait été gêné par toute cette attention, dit-elle à l'Assemblée. Il répétait qu'il n'avait fait que son devoir, qu'il avait simplement pris la bonne décision à un moment difficile. Mais je suis heureuse que quelqu'un ait enfin remarqué. Je suis heureuse que le monde sache ce qu'il a fait. » En 2005, un petit mémorial est inauguré près de Celle en Allemagne, non loin de l'endroit où le sauvetage a eu lieu 60 ans plus tôt. C'est une simple stèle de pierre, gravée de quelques mots en anglais et en allemand. Ici, en avril 1945, l'officier canadien, le major Ben Cockburn, sauva 162 femmes par le courage et par la parole. Puissions-nous nous souvenir que même dans les heures les plus sombres de la guerre, l'humanité peut l'emporter. Des survivantes assistent à la cérémonie.
Elles sont moins nombreuses désormais, leur rang clairsemé par l'âge et le temps. Elles déposent des fleurs au pied du monument, se prennent par la main et se souviennent de ce jour où elles auraient dû mourir, mais ne sont pas mortes. À Toronto, le site historique de Fort York inaugure une exposition permanente consacrée à Cockburn et au Governor General's Horse Guards. On y voit des photographies du sauvetage, des témoignages de survivantes, des objets rapportés de la guerre. Plusieurs écoles canadiennes donnent son nom à des bibliothèques et à des jardins de la paix, transmettant aux nouvelles générations l'idée que choisir la négociation plutôt que la violence peut changer des vies. L'histoire influence la formation militaire moderne d'une manière que Cockburn n'aurait jamais imaginée. Les forces canadiennes utilisent son cas dans les cours de commandement, enseignant aux officiers que l'acte le plus courageux est parfois celui qui évite l'effusion de sang. Le principe qu'il a incarné, certains préserver la vie quand c'est possible, n'employer la force qu'en dernier recours, s'enracine profondément dans les valeurs militaires canadiennes. Les forces de maintien de la paix étudient ces méthodes de négociation. Les spécialistes de la prise d'otages analysent sa psychologie. La leçon se diffuse. Le courage ne rugit pas toujours. Parfois, il parle doucement et offre un choix. Le sauvetage devient une partie intégrante de l'identité nationale canadienne, tissée dans le récit que le pays fait de lui-même. Le Canada aime se voir comme une nation de gardiens de la paix et de libérateurs, des soldats capables de se battre lorsque c'est nécessaire, mais préférant la diplomatie quand elle est possible. L'histoire de Cockburn correspond parfaitement à cette image. Peut-être trop parfaitement. Des historiens rappellent qu'elle simplifie une réalité plus complexe. Le parcours militaire du Canada comprend aussi des batailles brutales et des décisions controversées aux côtés de gestes héroïques. Mais cette histoire touche juste, parce qu'elle exprime quelque chose de vrai sur les valeurs, même si elle ne raconte pas toute la vérité de l'histoire. Elle rappelle aux Canadiens ce qu'ils aspirent à être, même lorsqu'ils n'y parviennent pas toujours. L'immigration des survivantes au Canada crée des liens durables entre les communautés juives européennes et canadiennes. Les familles descendantes des 162 femmes maintiennent des relations avec les Governor General's Horse Guards, participent à des réunions et à des cérémonies commémoratives. Plusieurs enfants et petits-enfants de survivantes s'engagent dans l'armée canadienne, y voyant une manière d'honorer le service qui a sauvé leur famille. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont choisi cet uniforme, ils racontent l'histoire de Cockburn. « Un soldat canadien a sauvé ma grand-mère », disent-ils. « Voilà pourquoi je sers. » En 2025, 80 ans après le sauvetage, les 162 femmes comptent environ 800 descendants directs à travers le monde. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et désormais arrière-arrière-petits-enfants. La plupart vivent au Canada, en Israël et aux États-Unis. Tous les 5 ans, ils organisent des retrouvailles pour partager les histoires familiales et préserver la mémoire de leurs ancêtres. Ils soutiennent des programmes éducatifs sur la Shoah dans les écoles et font don de documents et d'objets à des musées. Dans un documentaire tourné en 2015, un petit-fils regarde la caméra et dit simplement « J'existe à cause d'une conversation sur une route en Allemagne. Ma grand-mère devait mourir dans un fossé. À la place, un officier canadien a parlé à ses gardes et les a convaincus de partir. C'est à la fois bouleversant et porteur d'espoir. Cela prouve que le choix d'une seule personne peut résonner à travers les générations, que les mots comptent, que le courage prend de nombreuses formes. La leçon dépasse largement un seul sauvetage sur une seule route. La guerre crée des choix, même dans ses moments les plus sombres. Cockburn aurait pu se battre. Il en avait la légitimité, la puissance de feu et l'autorité morale. Mais il a choisi la parole plutôt que le combat, la réflexion plutôt que l'héroïsme traditionnel. Son pari a fonctionné parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Même les fanatiques restent des êtres humains. Même les croyants les plus endurcis peuvent être atteints par les bons mots au bon moment. Même dans les derniers jours de la Shoah, lorsque le mal semblait total et irréversible, la décision d'un seul homme a engendré des ondes de vie qui se prolongent sur 80 ans et 800 descendants. Cette histoire nous apprend que la victoire, en temps de guerre, ne se mesure pas toujours au nombre d'ennemis abattus, mais parfois au nombre de vies sauvées. Elle nous enseigne que le courage véritable peut consister à risquer son honneur personnel pour préserver des innocents. Elle nous rappelle que, même dans les chapitres les plus sombres de l'histoire, les choix individuels comptent, et elle nous parle d'espoir,
162 femmes qui auraient dû mourir sont devenues mères, grand-mères, enseignantes, artistes, témoins. Elles sont la preuve que sauver une vie a un sens, que chaque vie sauvée est un monde sauvé, que des mots prononcés au bon moment peuvent vaincre des armes. Au Musée canadien de la guerre, les visiteurs peuvent y voir une photographie prise en 1965. On y distingue un homme vieillissant, entouré de femmes souriantes, toutes désormais grisonnantes, en bonne santé, pleines de vie. L'homme semble mal à l'aise face à l'attention, mais il sourit lui aussi. La légende dit « Le major Ben Cockburn, entouré de 162 raisons pour lesquelles les mots comptent parfois plus que les armes ». Cette image capture quelque chose de rare et de précieux. Elle montre à quoi ressemble réellement la victoire. Non pas des territoires conquis ou des ennemis détruits, mais des êtres humains vivants, qui auraient dû mourir debout ensemble sous la lumière du soleil, reconnaissant d'être en vie. En avril 1945, sur une petite route d'Allemagne nazie en train de s'effondrer, un officier canadien de 30 ans a démontré que l'héroïsme ne rugit pas toujours. Parfois, quand il murmure